Je vous remercie de participer à ce webinaire. Donc, ce webinaire Fête de la biodiversité, une alliée en milieu agricole, donc, est issu d'un travail réalisé au sein de la DRAF Occitanie. Donc, la présentation de ce travail est faite dans le cadre d'une collaboration entre la DRAF et la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie pour mettre en valeur le travail qui est fait au sein des collectifs d'agriculteurs en Occitanie. Donc, je vais d'abord présenter l'équipe organisatrice de ce webinaire. Donc, je laisse Jérémy se présenter qui va présenter ce travail. Donc, Jérémy, si tu veux prendre la parole. Bonjour à tous et merci pour votre participation. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis stagiaire au sein de l'unité Éco-Phyto de la DRAF Occitanie et je travaille depuis avril 2024 sur l'implémentation des premières activités d'une démarche qu'on présentera brièvement au début de cette présentation, qui s'appelle la démarche Phyto et Biodive et qui a conduit à produire le travail que nous vous présentons aujourd'hui sur les synergies entre biodiversité et production agricole. Et Florie Richard, donc chargée de mission Éco-Phyto au sein de la DRAF Occitanie également. Et j'ai en charge le suivi des collectifs agroécologiques Éco-Phyto, que sont les groupes défis, le dispositif défis et les groupes 30 000. Et je suis aussi les actions liées à la démarche Phyto et Biodive qu'on va aborder juste après. Mais je rends la parole à Calypso pour parler en un mot du cadre du webinaire. Donc, moi, je suis Calypso Picot, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et je travaille notamment à l'animation régionale Éco-Phyto et à accompagner les collectifs à capitaliser, donc à faire sortir leurs expériences et résultats de collectifs pour le présenter à un public plus large. Donc, cette mission de la coordination de la capitalisation qui est menée en partenariat avec la DRAF et la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie a pour vocation en fait de pouvoir formaliser les apprentissages, les résultats et les expériences des collectifs GI2E, Groupe 30 000, GOPUI, Défi et les animateurs captage. Donc, c'est une mission qui s'adresse à l'ensemble de ces collectifs. Et l'objectif pour nous, au niveau de l'Occitanie, c'est de créer du lien entre les animateurs de ces différents collectifs, de permettre en fait à ces animateurs de se ressourcer sur certaines méthodes, outils d'animation, mais aussi de capitalisation, de formalisation de ce qui est fait au sein de ces collectifs, de mettre en réseau à la fois ces collectifs et ensuite de les diffuser, transférer ces résultats et expériences. Donc, si tu peux passer à la diapositive suivante. Nous, notre rôle au niveau de la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie, c'est bien d'accompagner cette capitalisation. Donc, on essaye de mettre en place et développer des outils qui permettent à ces collectifs de montrer un peu le travail qui est fait dans leur groupe. Donc, c'est à la fois de pouvoir mettre en lien avec d'autres ou de présenter en fait des manières de diffuser ces informations. Donc là, on a un guide qui vous présente certaines actions qui sont mises en place au niveau régional. Donc, notamment, si vous souhaitez, il y a des outils comme un agenda de l'agroécologie. On répertorie un ensemble d'événements, des journées pour échanger sur les thématiques de réduction phyto, une newsletter qui peut être envoyée. Donc, vous pouvez également nous demander d'être ajouté au mailing list. Un séminaire qui présente plus des outils et des méthodes pour l'animation d'un collectif et sa capitalisation, un site internet pour la diffusion de certains livrables. Les webinaires, donc ce webinaire-là est réalisé dans ce cadre-là, et des dispositifs aussi de diffusion tels que Aglaé et la bannière Unisson pour pouvoir un peu propager et structurer en fait votre diffusion de résultats au sein des collectifs. Donc voilà, c'est un petit peu un chapeau pour pouvoir accompagner les collectifs dans leur travail. Donc on vous invite, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, à nous contacter pour vous en dire plus. Et du coup, on va passer justement au sujet de ce jour, donc ce webinaire-là, qui va présenter certains résultats que Jérémy a travaillé avec des groupes d'agriculteurs.
Merci Calypso. Donc, en effet, côté DRAF, on mène une démarche qui s'appelle Phyto et Biodiff parce qu'on veut voir essaimer, ou diffuser plutôt la thématique de la biodiversité au sein de tous ces dispositifs parce que elle est, on va dire, un incontournable dans la transition agroécologique, mais pas toujours assez mise en avant, d'où le besoin de travailler dessus. Et donc, avant d'évoquer le travail de Jérémy, donc, qui a été un petit peu au contact des collectifs agroécologiques pour en savoir leurs pratiques et les mettre en avant. Je voudrais juste replacer dans son contexte cette démarche pour comprendre un petit peu d'où vient cette idée, comment ça s'articule. Et voilà, en 5 minutes, vous présentez donc la démarche avant que Jérémy déroule la méthode qu'il a utilisée pour mettre en œuvre donc ce fascicule et identifier des retours d'expérience. Et ensuite, en aborder quelques-uns avant de vous dire un petit peu les tendances qui en émergent. Donc, il présentera tout ça et on a prévu un large temps d'échange à la fin, donc n'hésitez pas à noter vos questions dans le chat pour qu'on y revienne ou à les mettre de côté pour la suite. Alors, en un mot, ou en bref, la démarche Phyto et Biodiv. Florie, il y a quelques remarques dans le chat. On n'entend pas bien ton micro. Est-ce que tu Ok. peux... Est-ce que là, c'est mieux? Je sais. Essaye, vas-y. Oui, bon, je continue. J'espère que ça va être bon. Donc, tout d'abord, pour dire que donc, le plan Ecophyto de plus, au moment où a été lancée cette démarche, donc voilà, pointer la prévention des impacts des pesticides sur l'environnement et la biodiversité. C'était un sujet voilà, qui était au cœur de notre travail d'animation de ce plan en région Occitanie. Et du coup, la gouvernance régionale Ecophyto a fait le choix d'explorer ce sujet qui croisait donc les enjeux de réduction des pesticides avec les enjeux de biodiversité. Et donc, la démarche biodiversité... Florie, oui. je suis désolée, je te coupe, mais il y a encore des messages. Est-ce que tu peux ne pas forcément mettre le micro trop près? En fait, on Okay. entend mal. Voilà. Est-ce que là, ça va être mieux? Oui, on J'espère. n'entend pas de manière plus faible, mais au moins on entend, oui. Ok. Donc désolée, je continue pour pas perdre trop de temps, mais la démarche donc Phyto et Biodiv porte donc sur la prise en compte de la biodiversité dans la stratégie de réduction des pesticides. Et elle est portée à la fois par la DRAF et la DREAL, et elle a été lancée en 2021. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et bien sûr, aujourd'hui, elle doit s'accorder avec les enjeux liés à la nouvelle stratégie Ecophyto 2030, qui permet de continuer à avancer dans ce sens-là. Juste pour dire que cette démarche associe différents acteurs régionaux dans le développement des actions menées, notamment les 2 agences de l'eau, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, l'Office français de la biodiversité, le Conseil régional d'Occitanie, l'Agence régionale de la biodiversité en Occitanie et la Chambre régionale d'Occitanie. Et en interne, au sein de la DRAF, plusieurs services sont associés, notamment donc le service régional de l'alimentation dans lequel nous évoluons avec Jérémy, mais aussi nos collègues du SR2A, donc, qui pilotent le dispositif GI2E, et enfin le SRFD, donc le service qui est en charge de l'enseignement agricole, puisque ces liens-là sont essentiels. Donc en 2021, quand ça a commencé, cette démarche, il y a eu un audit patrimonial, il y a eu des ateliers de travail dans les territoires qui ont été menés pour identifier un peu les enjeux et les besoins sur cette thématique. Et puis en 2023, la démarche a été remise en avant à travers la publication d'une feuille de route qui cadre pour les 6 années à venir les actions à mener, donc qui sont de divers ordres. Mais la première à mener, une des premières était de créer des premiers outils pour pouvoir sensibiliser et mettre en avant ce qui se fait sur les territoires, notamment dans les collectifs agroécologiques. C'est un petit peu cela que l'on va aborder après. Et donc, je voudrais juste resituer l'enjeu, le double objectif qui est mis en avant dans cette feuille de route, dans cette démarche. C'est à la fois sensibiliser les agriculteurs et leurs accompagnants à l'impact donc des pesticides sur la biodiversité, les encourager à réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques pour préserver la biodiversité, mais réciproquement, promouvoir la biodiversité fonctionnelle comme une alliée à la production agricole, c'est-à-dire d'avoir un cercle vertueux. La biodiversité aide à la production et ça contribue à la préserver.
La feuille de route se décline en 4 axes de travail autour de ce double enjeu. Donc, je ne vais pas détailler le contenu, mais on aborde à la fois du ressourcement technique, à la fois des enjeux liés à la communication, de la production d'outils. Voilà, c'est assez large. Et donc, il y a un partenariat étroit qui a été mis en place dans son déploiement avec l'Agence régionale de la biodiversité qui anime le Life Biodifrance. Je n'en dis pas plus à ce niveau, on l'évoquera en fin de présentation. Je vais donc donner la parole à Jérémy maintenant qui va aborder rapidement un petit peu ces enjeux qui se cachent derrière la préservation de la biodiversité, la production agricole, pour reposer le constat de quoi on parle, d'où on part, avant d'aborder les pratiques qu'il a identifiées. Jérémy, à toi la parole. Ouais, merci beaucoup Floré et Calypso pour l'introduction de ce webinaire et encore merci à tous pour votre participation. Du coup, pour revenir sur les enjeux de la feuille de route, je vais nous inviter à revenir sur quelques éléments autour des enjeux agriculture, biodiversité et PPP. Notamment un premier point qui est qu'en France, la première source de pression sur la biodiversité est l'occupation des terres, qui est un point élémentaire par rapport à comment se caractérise et se constitue le territoire français, puisque sa moitié est occupée directement par des surfaces agricoles. Enfin, on doit également considérer que, contrairement à certaines idées reçues, les écosystèmes agricoles sont ceux abritant le plus d'espèces menacées, ce qui correspond aussi à une grande diversité d'espèces et d'environnements. Enfin, par rapport aux produits phytopharmaceutiques, les activités agricoles sont responsables d'une très grande part, voire sont exclusivement responsables de l'introduction de PPP dans l'environnement, et ce à hauteur de 95 à 98%. Par rapport à la biodiversité, cela se caractérise par un impact négatif, tant au niveau des espèces, par des effets létaux ou sublétaux, mais également des effets qui vont affecter leurs habitats et les interactions qu'il y a entre ces espèces, et qui sont des éléments qui sont tous nécessaires à leur cycle de vie. En considérant ces éléments, il y a une nécessité de replacer la biodiversité au PPP, pardon, excusez-moi pour l'acronyme, c'est pour produits phytopharmaceutiques. Voilà, il sera plus utilisé pour que ce soit plus simple à l'oral dans la suite de cette présentation. Et donc, en considérant ces éléments, il faut donc réfléchir à cette nécessité de replacer la biodiversité au cœur des exploitations agricoles pour réduire les impacts et également valoriser des synergies. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. On va revenir rapidement sur la définition de biodiversité. Elle vient de situer ce sujet-là. On désigne ici, du coup, l'ensemble des êtres vivants, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, de champignons, de bactéries, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Il y a généralement 3 niveaux de biodiversité qui sont considérés, celui des milieux de vie, les écosystèmes, les espèces, mais également la génétique. En lien avec cette définition de biodiversité, nous allons venir sur un des 2 grands enjeux de la feuille de route, qui est la biodiversité fonctionnelle. De manière très simple, on peut considérer qu'il s'agit de la biodiversité utile et bénéfique aux agriculteurs. Et après, si on souhaite se diriger plus vers une définition académique, il s'agit de la partie de la biodiversité totale composée de groupes d'éléments au niveau du gène, de l'espèce ou de l'habitat qui fournissent le même service agroécosystémique. Ceci met notamment en avant qu'agriculture et biodiversité comportent de nombreuses synergies qui ne se limitent pas seulement à un enjeu de préservation entre les pratiques agricoles dans un écosystème et la biodiversité présente au sein de ce dernier. Quand on considère l'association entre des parts de biodiversité et des services, il faut considérer que ces services sont très nombreux. Vous pourrez retrouver un graphique qui simplifie ces liens entre groupes, sous-groupes de biodiversité et services, et voir qu'ils couvrent une palette d'enjeux, tous axés avec la transition agroécologique. Et de ces services, les agriculteurs vont directement retirer des avantages. Si on considère par exemple la pollinisation, il s'agit d'un avantage qui va aller vers le rendement. Si on considère des services de régulation, on va aller vers des avantages liés à la protection des cultures. Enfin, pour un dernier exemple, un service de fourniture en nutriments au sein des sols va se lier à un avantage au niveau de leur fertilité. Mais puisque cette biodiversité, on peut rester encore un tout petit peu sur la diapo précédente, pardon. Merci. Mais puisque cette biodiversité est nécessaire pour alimenter ces services, les pertes de biodiversité vont conduire à une perte de services et donc surtout à une perte d'avantages qui en sont retirés par les agriculteurs dans leurs activités. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Et
ces éléments nous amènent donc à considérer deux enjeux par rapport au début d'implémentation de la feuille de route, soit valoriser les initiatives qui considèrent la place de la biodiversité au sein des exploitations agricoles et valoriser des pratiques qui allient mobilisation de la biodiversité fonctionnelle et réduction d'usage des PPP, notamment pour appuyer le lien entre les enjeux biodiversité et les enjeux du plan éco-phyto. Pour la mise en œuvre et le développement du fascicule que nous vous présentons aujourd'hui, tout ceci est parti de différents besoins identifiés, notamment au niveau de la capitalisation, du partage et de la diffusion de pratiques en lien avec les enjeux que nous avons mentionnés, l'accès à des outils et des références, un besoin de sensibilisation et également un besoin de mise en lien entre des acteurs qui sont très nombreux. On parle ici de collectifs agroécologiques, ceux faisant partie de la démarche captage, les acteurs de la lutte contre les ambroisies, l'enseignement agricole, et on en mentionnera plusieurs autres dans les diapositives qui suivent. Les actions prioritaires étaient surtout axées sur la publication de documents qui permettaient de comprendre les enjeux de la démarche et également de mettre en avant des initiatives qui sont présentes. Donc, tout d'abord, la publication de la plaquette Phyto et Biodiv, qui est un document que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur le site de la DRAF Occitanie au sein des sections correspondant aux travaux de l'unité éco-phyto et ensuite ceux de la démarche. Et vous pouvez également retrouver ces liens directement accessibles dans le chat si vous souhaitez cliquer dessus et ainsi pouvoir les retrouver à la suite de cette présentation et télécharger les documents, et la réalisation du coup du fascicule Phyto et Biodiv que nous présentons aujourd'hui et dont la publication arrive très prochainement. On peut passer à la diapo. Ouais, merci. Des fois, il y a peut-être un petit décalage entre ce qui s'affiche à mon écran et je présente la demande après. Par rapport à ce fascicule que nous avons souhaité réaliser, nous avons donc deux grands objectifs par rapport aux besoins identifiés: valoriser des connaissances, des pratiques et des initiatives en Occitanie, mais également, au vu du nombre d'acteurs qui sont impliqués sur ces enjeux, décloisonner le sujet avec un but de s'adresser au public professionnel le plus large possible. On a donc choisi d'aller vers un livret en deux parties. Une première partie qui couvrirait de manière large différents enjeux, que ce soit ceux au sein de la recherche, ceux au sein de l'enseignement, ceux avec des structures naturalistes, et une deuxième partie qui, elle, s'établirait plus sur des pratiques directement ancrées dans la production et mises en place par des collectifs agroécologiques, qu'ils fassent partie des réseaux éco-phyto, qu'ils fassent partie des GI2E, de la démarche captage, etc. Mais également, surtout, que ces fiches puissent être autonomes et mobilisées hors du livrable comme des objets de capitalisation, de sensibilisation, de diffusion de l'information. Pour la première partie que je viens d'évoquer, une multitude de focus était possible, que ce soit des outils, des programmes, des résultats de recherche, comme ça a été mentionné, mais cette prise de contact et ce travail exploratoire en Occitanie nous permettait également de pouvoir identifier de potentiels partenaires pour la suite des actions. On s'est donc dirigé vers une multitude d'acteurs, qu'il s'agisse de structures publiques, avec la DREAL qui accompagne les plans nationaux d'adaptation, mais également les parcs naturels régionaux, les agences de l'eau, en lien avec la démarche captage. On est également allé vers l'enseignement agricole, notamment avec le service régional de la formation et du développement et le groupement d'intérêt public Lien Innovation Agroécologie, GIPLIA. On s'est dirigé vers des structures parapubliques comme le Conservatoire national botanique Pyrénées et Midi-Pyrénées, le CBN-PMP, l'AFRE d'Occitanie, la recherche agronomique, comme nous l'avons précédemment mentionné, notamment en lien avec l'ENSAT et les travaux qu'ils ont pu réaliser, et également les associations naturalistes, Ligue pour la protection des oiseaux, Office pour les insectes et leur environnement, Fédération de chasse, qui représentent tout un panel d'acteurs qui sont investis sur les enjeux agriculture et biodiversité. Pour la seconde partie, liée aux pratiques directement mises en place par des collectifs, il s'agit, c'est pour nous de réaliser un travail d'échantillonnage. La région Occitanie est une des plus grandes régions de France au sein du secteur agricole. Et il allait donc être assez compliqué de pouvoir tout considérer directement en 6 mois. Oui, il y a un problème avec le micro. OK. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai été déconnectée et je ne savais pas si on t'entendait encore et si l'affichage était toujours là. Mais je te redonne la parole. Ok, pas de souci. Désolé pour le petit contretemps, mais si tout fonctionne, c'est tant mieux. Par rapport à la deuxième partie du coup de ce fascicule,
portées sur les pratiques, nous avons considéré celles de collectifs agroécologiques, Défi Ferme, Groupe 30 000, GI2E, Démarche Captage, celles aussi présentes au sein des sites expérimentaux Défi XP, celles présentes au sein d'établissements d'enseignement agricole, et également celles liées à la lutte contre l'ambroisie. On a commencé du coup par un recensement de l'ensemble des groupes qui travaillent sur ces thématiques en Occitanie, en lien avec les informations disponibles sur ces derniers, que ce soit leur thématique de travail, les publications qu'ils auraient déjà pu faire sur leurs objectifs ou sur les résultats obtenus. Ça nous a permis de constituer une première base de données en interne qui regroupait 98 groupes sur tout le territoire, sur toutes les filières. Une fois qu'on avait eu ce premier niveau, on a ensuite réalisé un classement par niveau d'avancée sur ces thématiques, un niveau d'avancée et d'engagement selon le niveau de précision par rapport aux pratiques entreprises, les résultats qui étaient potentiellement disponibles. Et une fois que l'on avait pu réaliser cette classification et hiérarchisation menée à la sélection d'une liste prioritaire de groupes à contacter et à rencontrer sur leurs pratiques, en considérant toujours une diversité de types de groupes, de filières, d'enjeux, de pratiques, afin de toujours pouvoir s'adresser au public le plus large possible. Nous avons donc pu identifier une première liste de 16 groupes, composés de 6 groupes défis fermes et un site expérimental, 5 groupes 30 000 et 5 GI2E en viticulture, en maraîchage légumes, arboriculture, grande culture, polyculture élevage, interfilière et un également au sein de la filière semences. Par rapport à la couverture géographique de l'Occitanie, pour l'instant, on avait 4 départements qui n'étaient pas couverts, l'Aveyron, la Lozère, le Gard et l'Ariège, parce que faute d'initiatives identifiées pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue notre travail d'échantillonnage sur ces territoires. Et du coup, une fois que nous avons pu rencontrer les animateurs chargés qui s'occupent de ces différents collectifs, et on a réalisé avec eux un entretien d'1h30 à partir d'un questionnaire qui a été revu au sein de l'unité Ecofito, également revu par la RB Occitanie dans le cadre de notre collaboration, et également par un professeur de Bordeaux Sciences Agro, afin de valider le cadre agronomique, la pertinence des questions et des informations recherchées en lien avec nos objectifs. Ce questionnaire était constitué de 6 parties qui permettaient de discuter de la dynamique des groupes, des mesures mises en place, de leurs résultats, des contraintes observées, des freins qui seraient potentiellement à lever, des partenaires mobilisés, etc. Et c'est du coup ce travail qui nous a permis d'arriver sur le fascicule que nous allons prochainement publier. Du coup, ce fascicule est structuré en 2 parties qui correspondent à celles que je vous ai présentées au cours de la partie précédente. Une première sur les enjeux agroécologiques qui regroupe des outils et une deuxième plus portée sur des pratiques éprouvées et avec des résultats. Vous pouvez retrouver sur la diapositive suivante une carte présentant, qui est présente également au sein du fascicule, une carte présentant la répartition géographique des différentes initiatives et des pratiques que nous avons pu étudier, également que nous avons sélectionnées. Parce qu'à partir des entretiens, nous avons retenu que certaines pratiques, le temps de pouvoir les traiter, et également selon le niveau d'information disponible. Donc évidemment, les petits points en bleu correspondent aux enjeux agroécologiques qui représentent différentes structures, et les petits points roses représentaient les pratiques portées par des collectifs agroécologiques. Pour la Jérémy, tu as coupé ton micro. Oui. Oui. Pardon, j'ai dû appuyer sur la barre espace sans faire exprès. Vous pouvez du coup retrouver sur cette diapositive les différents sujets qui sont listés et présents au sein de la première partie du fascicule et qui permettent de sensibiliser, d'outiller et de mettre en lien les acteurs. Tout d'abord, nous avons une première fiche qui porte sur le projet CBIOREF, qui est un projet d'étude sur la biodiversité fonctionnelle qui a été mené au sein des coteaux de Gascogne et qui a conduit notamment à la construction de fiches qui permettent de présenter le rôle de différents taxons au sein de l'exploitation agricole, le rôle des infrastructures agroécologiques
bref, me faire monter en compétences, à donner accès à des connaissances par rapport à des résultats et des travaux qui ont été menés sur le territoire occitan. Une deuxième partie qui nous permet tout de même de revenir sur les outils déjà mis à disposition par l'unité Ecophyto, que ce soit pour accompagner à l'évaluation des risques, pour raisonner l'usage des produits phytopharmaceutiques avec les BSV, les notes nationales biodiversité qui accompagnent sur la compréhension de la santé générale des agroécosystèmes selon les espèces qui y sont présentes, mais également une mention pour le programme ENI, donc ENI pour les effets non intentionnels des pratiques agricoles sur les composants de la biodiversité au sein des milieux agricoles. La troisième fiche sur l'observatoire agricole permet de présenter différents protocoles liés à l'observation et également de mettre en avant des résultats observés dans les Pyrénées-Orientales où des exploitations faisant partie des réseaux Ecophyto avaient un niveau de biodiversité plus important que celle observée au niveau national par les moyens de recensement de l'Observatoire agricole de la biodiversité. Enfin, nous avons une fiche avec le CBN-PMP par rapport aux enjeux autour des plantes messicoles qui sont directement en lien avec les milieux agricoles, car dépendant directement des écosystèmes agricoles pour leur pérennité. Et donc, ça permet notamment de mettre en avant leurs activités et les différents potentiels en fait, à développer en lien avec des acteurs agricoles qui seraient prêts à pouvoir se rapprocher de cet acteur. Et enfin, une dernière fiche que nous avons réalisé avec la Fraude en Occitanie sur la gestion des ambroisies afin de promouvoir des pratiques d'éco-pâturage et éviter le recours à la destruction chimique dans la gestion des ambroisies. Maintenant, pour la partie 2, nous avons 5 fiches qui sont réparties en 2 sous-catégories. Une première sous-catégorie par rapport à la préservation de la biodiversité. Tout d'abord avec une fiche qui porte sur des pratiques de gestion durable des haies avec la définition d'un plan de gestion durable et également des évaluations sur sa participation à la biodiversité au sein des exploitations agricoles. Et ce projet est également lié à une définition d'un plan de valorisation des haies sur le long terme pour qu'il puisse y avoir une pérennité économique dans leur gestion et également écologique. La deuxième fiche liée à la préservation de la biodiversité porte sur la conception d'un herbier local pour la pérennité de la couverture végétale des sols. Et c'est un travail qui est réalisé par un GI2E en viticulture dans l'Aude. Ici, on va plus prêter attention sur les pratiques liées à la régulation des pucerons par la mobilisation d'auxiliaires. Et du coup, je vais nous inviter à passer à la diapositive suivante. Car nous avons pu du coup identifier trois pratiques clés alliant biodiversité fonctionnelle et réduction des PPP, toutes au sein de groupes défis, répartis en 2 filières, 2 en maraîchage, un maraîchage avec une culture d'artichaut de plein champ, l'autre maraîchage avec une culture de concombre, d'aubergines sous abri, et enfin un groupe en arboriculture en pêcher. Ces 3 groupes avaient un objectif de régulation des pucerons ou de favoriser la performance de régulation des auxiliaires. Et ces groupes sont tous passés par une stratégie de diversification végétale. Pour la culture d'artichaut en plein champ, par l'association de la culture à une plante de service, ici la lisson maritime. Pour le maraîchage sous abri, à l'installation de bandes de service à côté des cultures de concombre et d'aubergines. Et pour l'arboriculture, via l'installation de bandes fleuries et la gestion de l'enderbement. Ces groupes ont tous observé une maîtrise de la régulation et du coup aussi une réduction d'usage de produits phytopharmaceutiques à partir du moment où ils ont mis en place cette stratégie. Donc ici, les résultats que l'on cherche à considérer ne sont pas à exclure d'une approche système et de l'ensemble des éléments qui composent l'itinéraire technique de ces cultures. Pour autant, nous pouvons afficher clairement une cohérence entre un objectif qui a été visé, soit la maîtrise des ravageurs, la mobilisation d'une pratique pour arriver à cet objectif via la diversification végétale, via la mobilisation d'auxiliaires pour la régulation, et un résultat qui est la maîtrise du ravageur en question, qui se lie également avec une réduction de l'usage de PPP, car on a une maîtrise des ravageurs. Différents enjeux clés sont à considérer par rapport à ces premières pratiques que nous avons pu observer. Tout d'abord,
Ces pratiques en question de diversification végétale et surtout de mobilisation des auxiliaires pour la régulation des ravageurs sont perçues comme une solution à des impasses techniques pour, du moins, les exploitations concernées ici, car les produits UAB ou les préparations naturelles peu préoccupantes PNPP n'étaient pas forcément suffisantes et assez efficaces pour maîtriser les ravageurs en question. Également, sinon, cette pratique-là représentait une alternative à des solutions plus onéreuses comme le lâcher d'auxiliaires pour la maîtrise des ravageurs. Ça a également permis de mettre en avant un enjeu technique assez important sur la gestion du déphasage entre le pic de pression des bioagresseurs et le pic de régulation, puisque la stratégie de diversification végétale implique de pouvoir développer soit la plante de service, soit la bande de service ou la bande fleurie suffisamment en avant pour que la communauté d'auxiliaires mobilisés en son sein ait le temps de s'établir et puisse être présente au moment nécessaire pour la protection de la culture. Tous les groupes aussi ont travaillé sur l'identification de chaînes tritrophiques précises, soit entre la culture, son bioagresseur et ensuite l'ennemi naturel de ce bioagresseur. Les pratiques mettent en avant une synergie entre la diversification végétale et la présence d'ennemis naturels, car avant les niveaux de régulation étaient moindres et c'est l'installation de le boost de diversification végétale qui a permis de mobiliser plus d'ennemis naturels. Ça se lie également, bien évidemment, à un besoin d'observation des populations afin d'évaluer les seuils de régulation selon l'abondance de ravageurs et l'abondance d'auxiliaires présents. Et enfin, pour l'ensemble des groupes, le maintien ou le gain de rendement restait clé dans l'évaluation de la pratique et donc de son efficacité, en plus de l'observation faite sur la baisse d'utilisation de PPP. Enfin, un dernier point à considérer est que l'usage de PPP, y compris UAB, reste trop néfaste par rapport à l'objectif de la pratique, puisqu'on souhaite mobiliser des auxiliaires. Toute utilisation d'insecticides, même spécifiques au puceron, vient avoir un impact sur les auxiliaires visés. Il faut donc limiter au maximum, voire éviter l'usage de PPP afin de permettre à la pratique d'exprimer, entre guillemets, son plein potentiel. On peut passer à la diapositive suivante. Ici, je vais rapidement revenir sur la structure des fiches qui découlent de ces pratiques. On cherche à avoir des fiches qui, ici, ont un but de démonstration entre l'objectif visé et qui est dû à un contexte, à une pression auquel les groupes font face sur leur culture, qui permet ainsi de définir la pratique qui a été mobilisée afin de remédier à ce problème. Quels sont les éléments qui ont été mis en œuvre? S'agit-il de ressources? S'agit-il de partenaires? Quelle est la démarche d'implémentation? Enfin, définir les pratiques clés qui permettent d'arriver au but escompté ou surtout éviter certains écueils qui peuvent limiter l'efficacité de la pratique. Enfin, quels résultats ont été observés par les groupes? Quelles sont les difficultés, les contraintes? Et en lien avec ces difficultés, ces contraintes, ou même sinon avec des réussites, les perspectives par rapport à la pratique discutée. Ici, je vais rapidement vous faire une présentation d'une des fiches qui composera ce fascicule et que vous pouvez voir à votre écran. J'ai choisi ici de vous présenter du coup la fiche liée à la régulation des pucerons en culture d'artichaut de plein champ, pour que vous voyez un petit peu l'architecture de cette dernière. On commence donc avec un objectif qui est clairement mis en avant, voilà, pour bien situer le propos. Le contexte avec la section « Pourquoi ». Ce qui était intéressant notamment avec ce groupe défi et avec cet exploitant en bio, c'est que les niveaux de perte sur la culture d'artichaut étaient importants et pouvaient monter jusqu'à 20%. Et ce qui était considéré pour eux comme une menace directe sur la pérennité de la culture dans la région, du moins en agriculture biologique. Il leur fallait vraiment une alternative pour assurer cette pérennité et c'est là qu'ils ont commencé à travailler sur la mobilisation d'une plante de service, car les pucerons verts assuraient des pressions bien trop fortes à l'automne en affaiblissant les pieds ou sinon au printemps en impactant directement les capitules de la plante. On peut retrouver ensuite vous pouvez retrouver ensuite dans la section mise en œuvre les étapes clés de la démarche, soit l'observation et le choix de la plante de service. Il leur fallait une plante qui ait une floraison en septembre afin de pouvoir mobiliser différents auxiliaires. Ensuite, différents éléments clés à considérer par rapport à l'implantation. Et enfin, les auxiliaires qui étaient visés.
Et si on peut passer rapidement sur la page suivante de la fiche. Ça arrive. Ouais, pas de souci, désolé, c'est peut-être ma connexion. Et sur cette page, vous pouvez retrouver les pratiques clés qui sont liées à la mise en œuvre. Comme on mentionnait par rapport aux résultats, ici on mentionne par exemple le fait d'implanter la lisson en même temps que l'artichaut pour éviter le déphasage et assurer que la communauté d'auxiliaires mobilisés, ici il s'agissait de CIRF, de coccinelles, etc., soit vraiment installée et établie au sein des alissons. Parmi d'autres, limiter l'utilisation de pesticides qui avaient été mentionnés. Bref, ensuite, vous pouvez retrouver les résultats qui ont été observés dans l'exploitation. Ce qui était intéressant, c'est qu'en opposition avant à une perte de rendement allant jusqu'à 20%, à partir de la mise en place de la pratique, ils observaient une hausse des rendements de 5 à 15%, ce qui n'est pas énorme non plus, mais en opposition avant, avec une situation de perte de rendement, on voit bien une situation de stabilisation. Ça a également du coup été lié à une diminution des interventions spécifiques contre les pucerons, ici produits UAB, utilisables en agriculture biologique. Et également, la pratique a assez convaincu l'exploitant en question pour qu'il passe d'un essai sur 10% de la surface dédiée à la culture d'artichaut à 100%, voilà, ce qui atteste bien quand même de la confiance aussi accordée envers la pratique. Ensuite, vous pouvez trouver différentes perspectives qui sont propres au groupe au groupe défi. Et en dessous, juste avant dans la page d'avant, pardon, Florie. Mais bref, sinon en fin de fiche, vous pouvez retrouver les sections qui permettent de se rapporter aux sources, la page du groupe défi, les fiches qu'ils ont pu déjà produire, le contact de l'animateur, etc. Et chaque fiche est structurée de cette manière. Je pense qu'on peut retourner sur le PowerPoint pour conclure, et aller vers les perspectives et ouvrir le temps d'échange et les différentes questions. Par rapport aux différentes perspectives, du coup, ce premier travail exploratoire nous a permis d'identifier de premières initiatives, de capitaliser et d'assurer la diffusion de pratiques. C'est aussi un enjeu qui nous a été mentionné par les animateurs que nous avons rencontrés, que leur pratique en soi intéresse, mais ils n'ont pas forcément de mise en avant parmi l'ensemble de la documentation, parmi l'ensemble de la documentation disponible, quand en soi leur pratique s'inscrit au sein d'un levier très spécifique. Également, les pratiques qu'on a pu vous présenter mettent en évidence une réduction d'usage des PPP liée à une mobilisation de la biodiversité fonctionnelle, et surtout, cela renforce toujours le lien entre les objectifs de la feuille de route, préserver et limiter les impacts et mobiliser la biodiversité fonctionnelle, car préservation et mobilisation vont de pair. C'est avant tout ici la synergie entre diversification végétale et présence de population qui a permis d'arriver aux résultats obtenus par ces groupes. Pour la dernière diapositive perspective. Qui arrive aussi. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup. Et ce qu'il s'agit de rappeler, c'est qu'il s'agit, et comme nous avons pu le présenter au cours de ce webinaire, et vous avez pu le voir, on a tâché de vouloir rencontrer et s'adresser à un ensemble d'acteurs et de contextes très divers. Cela fait qu'il nous en reste nous avons encore beaucoup de pistes à poursuivre et de prises de contact à relancer et de structures avec qui nous avons commencé à échanger. Ça comprend notamment l'enseignement, la démarche captage et les associations naturalistes. Par rapport aux pratiques agricoles, certaines filières ne sont pas encore présentes directement dans le fascicule, alors ce sont des filières à fort enjeu comme grande culture, viticulture ou polyculture élevage. Quand on considère la biodiversité, on voit bien que le spectre auquel on s'adresse est très très large. Il y a donc d'autres thématiques, d'autres pratiques à pouvoir inclure, que ce soit par rapport aux architectes du sol, par rapport à la pollinisation, par rapport aux adventices. Et en final, l'ensemble de ces éléments viseront à enrichir le fascicule, soutenir la diffusion des objectifs de la feuille de route et renforcer la capitalisation sur nos thématiques de travail. Enfin, nous allons prochainement réaliser une enquête avec l'ARB Occitanie dans le cadre d'une synergie entre le Life Biodiff France et la feuille de route Ecofito, qui portera sur les connaissances… Phyto et Biodiv. La feuille de route Phyto et Biodiv. Ah, pardon, oui.
et qui portera sur les connaissances des animateurs sur la biodiversité au sein des exploitations agricoles. Cela nous permettra de dresser de plus grandes tendances sur leur rapport à ce sujet, mais également de renforcer les synergies autour des projets agriculture et biodiversité en Occitanie. Et pour aller plus loin, si vous avez des initiatives à faire remonter des thématiques, nous vous invitons du coup à nous contacter aux adresses mail qui s'affichent directement et sinon vous pouvez retrouver sur les articles au sein du site de la DRAF. Et pour aller plus loin, également, la documentation est disponible sur le site de la DRAF Occitanie, que ce soit la feuille de route, au milieu la plaquette et enfin le fascicule qui sera prochainement publié. Voilà. Ce qui permet d'amorcer l'échange en disant simplement qu'il y a une question qui demande où retrouver ces fiches. Donc, on aurait voulu publier ce fascicule aujourd'hui. On est à 2 doigts de le publier, mais ça demande encore des dernières relectures. Et ça me permet de remercier Jérémy qui a mené un travail très important dans une période assez courte pour arriver à mettre en avant toutes ces initiatives et outils à travers ce document qui va paraître. Et on le remercie d'avoir accepté de le partager aussi aujourd'hui, parce que même si on n'est pas en mesure de vous l'envoyer là tout de suite, vous êtes au fait de son contenu et on voulait avoir des premiers outils pour mettre en avant ce qui se fait en Occitanie. C'est bien là le premier enjeu, de montrer le champ des possibles. Du coup, on va laisser place à l'échange. Alors, j'ai vu quelques premières questions. Je ne sais pas si Calypso, je les déroule ou si tu en as repéré aussi. Non, je pense qu'on peut aller dans l'ordre. Juste pour vous informer, on a réactivé à la fois les micros et les caméras. Il faut savoir que ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas, vous pouvez simplement l'écrire dans le chat, comme ça sera plus neutre. Mais voilà, vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole après qu'on ait traité peut-être quelques questions qui sont dans le chat. Ouais. Alors, je vais prendre une première question pour Jérémy. Donc, la mise en œuvre de ces initiatives sont généralement liées à leur financement. Quel est l'avenir de ces financements? Votre fascicule traite-t-il de ce point? Alors, par rapport au financement Excuse-moi, Jérémy, je me permets juste d'intervenir. Bonjour, Brice. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Brice Besson, je suis chef de l'unité pilotage et animation du plan Ecophyto en Occitanie. Donc, je connais bien les aspects de cette démarche. J'ai commencé à répondre dans le chat sur certaines des questions, notamment sur celle des financements et sur les soutiens politiques. Donc, voilà, Jérémy me complétera mon propos si besoin, qui est quand même bien plus technique et bien plus au fait de la situation. Mais en gros, les financements, ils se trouveront pour partie dans les crédits qui sont alloués à la transition agroécologique, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y aura une part d'autofinancement. Comme chaque projet, il va y avoir une part de recherche de financement s'il y a besoin de rechercher des financements. Il y aura d'autres sources qui seront à trouver par certaines structures porteuses ou ces structures d'animation. Les collectifs d'agriculteurs engagés dans la transition agroécologique peuvent être des bons supports pour mener à bien certaines actions de cette démarche. Et sur la question des soutiens politiques, même locaux, j'ai mis dans le chat pas de soutien politique marqué, mais c'est vrai que quand on en parle lors de certaines réunions ou de certaines personnes qu'on peut croiser lors d'événements, ils sont intéressés par la démarche. Alors sans en faire un soutien officiel, mais c'est vrai qu'ils sont intéressés et curieux de voir où est-ce que ça va pouvoir mener. Et si je me permets de compléter ton propos, Brice, on a présenté en début le comité de pilotage de cette démarche qui associe quand même un grand nombre de structures porteuses de politiques publiques, donc à la fois la région, donc avec bien sûr la RB, l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau, qui finalement illustrent des politiques publiques. Donc c'est évidemment pas j'imagine le soutien politique tel qu'il était visé dans la question, mais malgré tout, c'est quand même un engagement fort. Exactement, mais c'est en fait, j'espère avoir bien compris la question de Monsieur Picou, hein, mais par soutien politique, je l'avais compris, soutien politique d'élus de collectivités, d'élus locaux. Donc c'est ça, mais effectivement, dans les politiques publiques, on s'inscrit dans une politique publique, on s'inscrit dans les politiques territoriales. Donc oui, là, dans ce cas-là, il y a quand même des soutiens assez marqués pour ce coup.
Ensuite, il y a une question qui est sur est-ce que vous serez destinataire de ce document? Oui, on aimerait bien l'envoyer à l'ensemble des participants ici présents. Il sera relayé aussi sur notre site très prochainement, mais voilà, on essaiera de vous l'envoyer si Calypso le confirme bien, qu'on a bien accès à la liste des mails des inscrits. C'est au contraire le but que de le diffuser largement. Alors, j'ai une main levée pour Oui. Héloïse. Mais j'ai que Héloïse. 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 Je pense Bien. que la personne avait la main levée depuis un moment, donc on va peut-être passer à Ok. la deuxième personne Ok. qui a la main levée, du coup. Du coup, si tu Ok, veux, et Nicolas Sour, intervenir. Oui, bonjour à tout le Bonjour. monde. Donc voilà, donc Nicolas Sour, animateur de groupe 30 000 pour la Chambre d'agriculture de l'Aude, et j'anime 2 groupes 30 000 de viticulteurs. Voilà. Donc merci pour ce travail et ce recensement. Je trouve ça super intéressant. Donc j'ai peut-être une petite, je partage un peu un retour d'expérience et peut-être une remarque par rapport à l'évolution, à votre travail. Donc j'ai vu rapidement par rapport à des exemples concrets sur les pucerons, l'implantation de bandes fleuries pour favoriser les pollinisateurs, ou nous-mêmes sur notre groupe, il y a eu un travail de mise en place de nichoirs à chauves-souris pour justement favoriser les chauves-souris par rapport aux insecticides. Et de ça, on s'aperçoit que donc c'est des changements de pratique, mais ça amène d'autres problèmes en termes d'organisation sur l'exploitation. Ne serait-ce l'implantation de bandes fleuries, mais par rapport au traitement phyto, donc ça pose des problèmes. Et du coup, nous, les traitements ont été faits plutôt la nuit. Mais du coup, en traitant la nuit, comme il y avait davantage de chauves-souris, pas mal de viticulteurs nous disaient oui, mais du coup, on traite la nuit, mais les chauves-souris, les produits phyto, quel impact ça peut avoir? Et donc, ce changement de pratique est super intéressant, mais je pense qu'il faut l'avoir une vision 360 sur la gestion de l'exploitation, la mise en place de ces pratiques, comment on les met, le temps que ça va prendre et l'organisation. Voilà. Parce que si on dit c'est bien d'avoir des bandes de fleurs autour des parcelles pour favoriser les pollinisateurs, ok, c'est bien, mais ça risque de poser problème par rapport à certains traitements, notamment, je crois que c'était sur les pêchers, l'exemple que vous avez montré. Voilà, c'est pas sans poser problème. Voilà, c'était juste une petite remarque par rapport à ça, mais encore une fois, merci pour ce premier travail qui est très intéressant. Non, oui, bien sûr. Je vous remercie pour votre intervention. Oui, encore une fois, là, ici, les résultats qu'on présente sont nullement à exclure du reste de l'itinéraire technique. Et bien évidemment que de modifier la diversité végétale au sein de l'exploitation va avoir de nombreux impacts sur le travail qui est établi. Et vous avez mentionné un exemple. Vous pouvez retrouver au sein du fascicule, par rapport à la fiche pêchée, une mention en fait des différentes contraintes qui viennent avec la gestion de l'enherbement, notamment par rapport aux travailleurs saisonniers qui doivent passer avec une herbe plus haute, mais en même temps, si on fait une destruction trop hâtive, on va détruire la communauté qui a été mobilisée. Mais oui, bien sûr, c'est aussi un enjeu qui pourra être plus couvert par la démarche plus tard. Ici, on est vraiment resté concentré sur l'objectif on est vraiment resté avec dans le viseur la question de la réduction des phytos liée à une pression et liée à une pratique dite de biodiversité fonctionnelle. Mais c'est sûr qu'évidemment, toutes les thématiques, il y a plein d'autres thématiques qui permettraient d'étayer et de détailler qu'est-ce qui facilite la mise en place, quels sont les freins, etc. Merci Nicolas de pointer quelque chose d'important aussi, c'est que quand on passe sur des alternatives et des solutions liées à la biodiversité, on ne remplace pas un produit par un produit. La solution, elle mobilise de multiples leviers et elle fait appel à de nouvelles compétences, de nouveaux freins, de nouveaux leviers à trouver. Et c'est bien notre volonté que de replacer du coup ces
pratique au cœur du sujet et des échanges pour que collectivement, par les échanges d'expériences, on puisse aussi aller trouver ces solutions à ces nouveaux problèmes qui en émergent, puisque de toute façon, dans une approche système impliquant la biodiversité, tout est corrélé de toute façon, avec des interactions à plusieurs niveaux. Donc, enfin, merci pour ce retour et le but, c'est que dans les futures journées, on va dire, d'animation régionale autour d'Ecofito, on puisse échanger voilà, que les animateurs entre eux puissent partager leurs solutions, leurs écueils aussi, parce qu'il y en aura forcément aux prémices des changements de pratique. Il y a une autre main levée qui est apparue et qui est repartie, que je ne vois pas. Mais en tout cas, ça permet de juste rebondir. Il y a Guillaume Hux qui évoque la journée Ecofito sur la viticulture qui était programmée en début d'année pour les 10 ans d'Ecofito. Je pense que c'est le colloque défi, si je ne me trompe pas. Est-ce que Calypso, tu as des infos sur la reprogrammation de la journée? Parce que moi, je n'en ai pas. Oui, alors à ce jour, en fait, on est justement en train de retravailler avec la cellule d'animation nationale défi pour réorganiser en fait un événement, donc également peut-être sur la zone est de l'Occitanie, sachant qu'il va y avoir un événement plutôt du côté peut-être Nouvelle-Aquitaine pour reprogrammer un petit peu la présentation de ces résultats en intégrant peut-être aussi les résultats d'autres collectif. Donc, on vous en dira plus quand ça sera un petit peu mis en place. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est en cours d'évaluation et de construction. Et ensuite, il y a un autre point évoqué dans le chat. Donc, c'est Julie Cadeau qui évoque l'importance de prendre du recul sur les pratiques, sur les stratégies mises en avant, parce que 2 campagnes culturelles, c'est très peu. Effectivement, le long terme est très important. Je vais laisser peut-être Jérémy en dire un peu plus, mais en tout cas, on est bien obligé aussi de commencer avec ceux qui commencent pour déjà les identifier au démarrage et peut-être les suivre dans le temps. Jérémy, si tu veux rajouter un mot là-dessus. Non, bien sûr, enfin, ça reste dans l'idée de ce que tu mentionnais. Ici, l'idée par rapport aux résultats aux premiers résultats qui ont été trouvés était, dans tous les cas, pas d'objectif de dire que c'était une solution magique par rapport à un problème. Ces pratiques restent d'autant plus jeunes dans leur implémentation, dans l'observation des résultats aussi. Et bien sûr, au bout de 6 mois, on commence à observer. Il y a encore beaucoup comme on l'a mentionné dans les perspectives, mais beaucoup de filières encore à continuer d'observer, trouver d'autres pratiques, pouvoir confronter les résultats, asseoir une puissance statistique, une évaluation plus précise. Voilà. Après, bon, il y a aussi beaucoup d'études qui ont été produites sur le sujet, et je pense que, voilà, comme disait Florie, je répète un peu ce qu'elle dit au final, mais on met en avant de premiers résultats qu'on va chercher à confirmer sur le long terme en identifiant plus de pratiques et également en repérant les angles morts afin de pouvoir affiner les stratégies, les adaptations et anticiper au mieux les capacités soit de régulation, si on considère ici la maîtrise de bioagresseurs ou d'autres thématiques plus tard. Ça me permet il y a une main levée, mais avant ça, je voudrais faire le lien avec un commentaire dans le chat qui évoque le live Biodiff Paysanne, qui est une action en cours portée par le CBN Midi-Pyrénées. Non, Pyrénées-Méditerranée, je ne sais plus, excusez-moi, bon, le CBN, Terre de Liens, Solagro, le Seine-Occitanie et l'ANA Seine-Ariège. Bien sûr, on n'a aucune prétention dans le fait d'avoir été exhaustif et notre but, c'est d'amorcer quelque chose, de mettre en lien les initiatives existantes, de valoriser ce qui se fait déjà. Finalement, c'est à la fois nouveau et à la fois, certains font ça depuis longtemps. Donc, le but est vraiment d'en parler et on est preneur de ce genre d'exemple, et je vais donner la main à je souhaite pour une précision pour le Live Biodiff France, on est en contact avec eux. Non, c'est Paysanne. Ah, Live Biodiff Paysanne, oui. Live Biodiff Paysanne, on est en contact avec eux aussi. Voilà, c'est juste on relance plus l'approfondissement de la collaboration et de étudier aussi leurs avancées sur les prochains mois. Sur les derniers mois, on était pris par le fait de terminer ce fascicule. Mais oui, très bonne mention, et c'est un projet élémentaire à considérer. Est-ce que monsieur ou madame Tessot veut prendre la main? Il y a une main levée. Oui, c'est madame. Bonjour à tout le monde. Émilie Tessot, du coup, Chambre d'agriculture du Gard. Je suis conseillère en viticulture. Merci pour ce travail. J'ai hâte de découvrir les fiches.
Néanmoins, je voulais juste rebondir. Je crois que c'est le collègue de l'Aude qui a parlé, Nicolas Sour. Je ne sais pas dans quelle culture il est. Mais voilà, j'ai vu passer sur une slide de l'enherbement des vergers. Certes, c'est pas ma culture, mais n'oubliez pas de redescendre aussi sur le pratico-pratique. On a aussi de la réglementation, notamment la réglementation abeille, qui nous impose de détruire des couverts végétaux fleuris avant d'appliquer des insecticides. Donc, n'oubliez pas la réalité de terrain et la réalité réglementaire quant à la vraie vie d'une exploitation, quoi. Voilà. Encore une fois, à découvrir votre travail et peut-être que tout ça s'est pris en compte, hein. C'était juste une remarque d'une technicienne de terrain. Voilà. Non, bien sûr, oui, je pense que c'est très important ce que vous mentionnez. Après, on n'était pas revenu en détail sur cette fiche-là. Je pense, mais vous pourrez la retrouver à l'intérieur. Et également aussi le contact de l'animatrice si ça vous intéresse de savoir plus en détail, parce qu'ils ont de la production aussi de documents sur leurs pratiques. Mais oui, bien sûr. Non, parce que voilà, la vigne est pas assez attractive, elle aussi, comme l'arbo. Forcément, ça devient plus compliqué. Et après, pour être rédactrice aussi des BSV JT Aix-Languedoc-Roussillon, on fait passer effectivement des notes nationales et des plaquettes dont vous avez un petit peu parlé dans les BSV, en fait, produites, je ne sais plus trop par qui d'ailleurs, de la DGL, non? C'est des notes nationales en tout cas. Voilà, et elles sont très belles, elles vulgarisent, c'est super, mais elles n'apportent pas de solution pratique, ce qui est dommage. Là, pardon, on parle des notes nationales biodiversité ou Oui. des GPS? Oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Les notes. Oui, bien sûr. Je me permets d'en parler parce que je fais passer aussi des petits messages et vous en avez parlé dans votre présentation, mais voilà, c'était juste un petit rappel pour super de trouver des solutions et je suis la première à essayer d'en trouver, mais il y a aussi une réalité de terrain, une réalité réglementaire qui fait qu'on a énormément de contraintes en tant que conseiller et encore plus les agriculteurs en tant que producteurs, et il ne faut pas l'oublier, hein. Voilà. Non, bien sûr. Et je pense que un des buts de la feuille de route et des explorations qu'on fait dans les pratiques est de faire ce pont, parce que par exemple, vous le mentionnez, les notes nationales biodiversité, par exemple, elles ont quand même un contenu qui est assez complet, mais qui reste avant tout de la sensibilisation et l'incitation à l'adaptation des pratiques pour minimiser des impacts sur certaines populations. Elles ne présentent pas directement de levier. Du moins, Ouais. Enfin, sur ce point-là, vous avez raison. Mais je pense qu'un des buts qu'on essaie de faire avec ce travail exploratoire, c'est notamment voir dans des pratiques ces leviers en action, certes dans un contexte, pour un groupe précis. Voilà. Mais évidemment, en tout cas, dans les travaux que l'on mène et aussi avec ce qui va être déployé dans le cadre du Live Biodifrance par l'ARB, il y a vraiment un but d'avancer sur ces sujets, d'accompagner à la prise en main de leviers, de solutions. Donc, le but est effectivement d'être au plus près des réalités du terrain. Donc, merci de faire remonter. Et on aura une enquête qui va être largement diffusée bientôt et ça sera aussi un lieu pour faire remonter un maximum de problématiques pour qu'on puisse œuvrer en fonction. Et oui, c'est une bonne démarche. Merci à vous. Oui, merci. Merci beaucoup. Il y a une autre question dans le chat qui demande si on pourra suivre les avancées sur LinkedIn. Alors, nous, service de l'État, on n'a pas la capacité à publier sur les réseaux sociaux. Après, les structures porteuses de groupes communiquent pour certaines sur les réseaux sociaux. Il y a sûrement de la matière à y trouver, mais nous, on ne pourra pas. Voilà. Par contre, on vous diffusera ces outils et ils seront retrouvés sur le site de la DRAF. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que Calypso, je serais passée à côté de quelque chose? Non, moi c'est également les questions qui est posées. Donc, comme indiqué dans le chat, on diffusera en fait à la suite de ce webinaire l'ensemble des liens qui sont déjà disponibles, ainsi que la vidéo replay, donc pour que vous puissiez également diffuser à d'autres personnes. Et lorsque le document sera disponible, publié, on vous enverra également, enfin si jamais l'envoi de mail avec les premiers éléments
est fait avant, on vous renverra un mail avec le lien correspondant, étant donné qu'on a vos contacts via le lien d'inscription. Donc voilà. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation et on vous tient au courant du coup des avancées via mail. Et ensuite, vous avez toujours les liens et les ressources disponibles sur le site de la DRAF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci à tous pour votre participation. Pour les commentaires d'encouragement qu'on voit sur le chat également. Et Oui, c'est merci vrai. à Florie et à Jérémy pour le travail, à Calypso également. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci.